Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver avec Jean-Yves Lépine, Agnès Baillot, Nandi Nicolin et bien sûr notre invitée de marque Nadia Beuglin. Alors, pour notre webinaire de rentrée, après une convention Esprit de Service France très très riche le 18 juin qui s'intitulait Rebondir, c'était l'appel du 18 juin, donc c'est pour ça qu'on l'a utilisé rebondir, mais en fait c'était aussi pour s'inspirer par rapport à tout ce que nous venions de vivre. Et bien là, on va continuer et compléter avec de nouvelles formes de rebond avec Nadia Beuglin. Alors, si Nadia veut bien avancer le slide, merci. Et pour que je puisse vous la présenter dans le détail, puisque vous connaissez déjà bien pour les avoir vus plusieurs fois sur scène, Jean-Yves, Agnès et Nandini. Nadia, en fait, est directrice de la transition écologique des grands comptes de l'ADEME, qui est l'agence que tout le monde connaît, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle a été par ailleurs conseillère de plusieurs présidents de l'agence et elle a été en charge de développer tout cela et de mettre en place toutes ces actions dans les régions. Elle a porté aussi toutes les thématiques de tout ce qui est consommation durable et éco-conception. Elle a bien sûr également participé de très près au Grenelle de l'environnement, au ministère et plus récemment encore, je crois, au grand débat pour lequel elle était responsable des dispositifs de proximité pour aller chercher en fait des publics éloignés des consultations citoyennes. Merci Nadia d'être membre d'Esprit de Service France et d'être à notre conseil d'administration, car tous les sujets que tu portes sont précieux pour Esprit de Service France, dans la mesure où au sein de SF, nous analysons tous les impacts sociétaux qui impactent bien sûr l'expérience client comme l'expérience collaborateur. Donc merci à toi Nadia pour ton expertise et ton expérience et je te donne la parole. C'était Maryse. Merci beaucoup Maryse et bienvenue à toutes et à tous pour un petit tunnel où je vais parler pendant voilà, une grosse vingtaine de minutes. Mais ça nous laissera, j'espère, beaucoup de temps pour les échanges avec comme ambition aujourd'hui de vous donner quelques repères sur nos impacts sur l'environnement et l'origine de la crise écologique. De bien vous mettre en avant le fait qu'il existe des outils et qu'il ne voilà, il faut s'en servir et puis de terminer sur quelques pistes pour agir qui sera plutôt une synthèse de l'ensemble et pour laisser une large place à nos échanges. Je ne vous vois pas, ce qui d'un point de vue voilà, humain est compliqué, mais si à un moment vous avez un problème en termes de son ou en termes d'image ou bien si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à aller dans le chat. Maryse en particulier va regarder ça de près et Agnès aussi pour alimenter nos échanges. Voilà, donc je me lance devant un écran totalement impersonnel et en espérant que vous êtes tous là et que j'arriverai à susciter un peu votre attention. Alors partons déjà d'un constat de base qui est toute activité a des impacts sur l'environnement parce que tout produit ou tout service à un moment ou un autre a besoin de matière, d'énergie, de transport et même après plusieurs cycles finira sous forme de déchets dont nous devrons gérer le devenir. On parle là d'impact négatif, hein, essentiellement aujourd'hui le changement climatique, les consommations de ressources, les pollutions diverses, air, eau, sol, et puis les atteintes à la biodiversité. Alors derrière le mot atteinte à la biodiversité, qui est, on va dire, politiquement très doux, il faut entendre effondrement du vivant, ce qui est un peu plus, je vous l'avoue, compliqué à défendre, mais pour ne vous donner qu'un exemple et qui dépasse la disparition des pandas ou des koalas, il y a une vingtaine d'années, quand on traversait la France, on s'arrêtait tous les 100 km pour nettoyer son pare-brise à cause des insectes. Et aujourd'hui, vous pouvez traverser l'Europe en voiture sans nettoyer votre pare-brise.
Or, ces insectes, quand ils n'ont pas la mauvaise idée de s'écraser sur nos pare-brises, ont la bonne idée d'être quand même, en tant que pollinisateurs, la base de notre agriculture actuelle. Et donc c'est un vrai sujet, peut-être moins criant que le changement climatique d'un point de vue médiatique, mais dont tout le monde devrait, aujourd'hui se préoccuper. J'en profite pour vous dire que, à côté de ce webinaire, on va vous mettre en partage, heu, d'un point de vue, informatique, une fiche ressources, et donc vous y trouverez en fait toutes les références, petites vidéos, liens directs, sur tel ou tel outil que je pourrais citer, ce qui va nous permettre de gagner du temps pendant la présentation, et puis qui vous laissera, quelque part une fiche, consultable si vous souhaitez approfondir tel ou tel sujet. Quand on parle de notre impact global, et ça c'est un mot que j'emploierai souvent, notre impact global n'est qu'une épaisseur de trait, hein. C'est ce qui permet aujourd'hui à l'aviation mondiale de dire: «Attendez, venez pas m'embêter avec des taxes, je ne fais que 2. C'est ce qui permet au numérique aujourd'hui de dire: «Mais oh, attendez, je ne fais que 4. En fait, globalement, si on prend la courbe du changement climatique, ce n'est qu'une épaisseur de trait. Et en conséquence, chaque pourcent gagné, chaque petit pas, chaque décision compte, et toujours dans une logique de cycle de vie, parce que vous ne voyez en fait que la face, émergée de nos impacts. Alors, pour prendre un exemple qui peut, tous nous concerner, j'aurais pas mal d'exemples qui relèvent plus du citoyen consommateur que du professionnel que vous êtes, mais ça permet quelque part d'illustrer les choses. Hem, Si on prend donc le cycle de vie d'un jean, ben, entre sa fabrication, la culture du coton, le filage, l'ennoblissement, la fabrication, l'utilisation et la fin de vie, vous avez des petits cercles dont la surface, montre, la participation à tel et tel impact. Déjà quelque chose de tout bête, c'est que, le cycle de vie de notre jean, d'un point de vue impact climatique, c'est 45 en fabrication, 5 en transport. J'attire votre attention sur ces 5 en transport parce qu'il y a un fantasme lié au transport qui fait qu'on a tendance éventuellement à surestimer ces transports qui, quand il s'agit de données, de denrées pardon, non périssables voyageant, par cargo, heu, pose plein de problèmes, mais pas forcément un problème de changement climatique. Et puis 50 en utilisation, c'est le fait de nettoyer votre jean, de le repasser, et puis c'est le cycle de vie de l'ensemble des lessives et des emballages, qui permettent, de transporter ces lessives. Et ce qui fait aussi en termes de cycle de vie que vous vous retrouvez en fait avec un jean, dont les déchets au final sont inférieurs, heu, aux déchets générés par son cycle de vie, notamment en termes d'emballage lessiviel. Vous entendez sans doute un téléphone qui sonne, il va se couper, c'est une ligne fixe, qui normalement n'est pas utilisée. Alors, toutes les activités sont concernées, ça me semblait être un point important. Évidemment, les entreprises dont le cœur de métier est la transition écologique, déchets, énergie, en particulier énergie renouvelable, peuvent bien sûr être, améliorées, valorisées. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire de l'industrie à l'artisanat, en passant par le commerce, la restauration. Chacun, même s'il n'est que l'épaisseur du trait, peut s'améliorer dans sa conception, sa commercialisation de produits et de services. Prendre en compte l'environnement, ben, c'est déjà une question de gestion des risques et des opportunités, hein, de base. Si vous ne le faites pas par éthique,
au sens global du terme, faites-le au moins en termes de gestion des risques. Les risques, c'est subir des renforcements des contraintes réglementaires, les tensions sur les matières premières, regardez l'augmentation du prix du gaz actuellement, des approvisionnements qui de temps en temps sont incertains parce que lointains, un risque d'image aussi, voire de perte de clients qui se disent de plus en plus sensibilisés. Même si, je vous l'accorde, il y a une différence entre le discours et l'action en matière de sensibilisation de ses clients. Et puis des opportunités, en miroir, c'est répondre aux attentes croissantes des consommateurs, donner plus de sens à son activité, bien sûr à ses yeux, ça c'est une question d'éthique, mais aussi à ceux de ses collaborateurs, hein. On a vu que c'était un facteur aujourd'hui de recrutement assez essentiel que de s'inscrire dans une politique de RSE affirmée et qui permettait d'attirer des talents et puis, mieux s'insérer dans l'écosystème local avec des achats de proximité, la mutualisation des services avec des entreprises qui sont proches de vous. Voilà, prendre part à l'économie, locale. Alors, où en est-on? Ça, c'est une petite image, simplement pour, dire qu'en fait, dans l'archéologie, du futur, on sera une couche et cette couche, c'est la trace qu'on aura souhaité laisser sur l'environnement et là, en l'occurrence, c'est une trace qui relève, de notre surconsommation et de nos déchets. Mais d'une manière un peu plus sérieuse, depuis le protocole de Kyoto, la charte de l'environnement, les accords de Paris en 2015 qui était quand même un phénomène majeur, jusqu'à aujourd'hui le projet de loi en cours d'examen climat et résilience, vous avez eu, pléthore de réglementations, de décrets sur à peu près tous les sujets, depuis l'alimentation jusqu'à la construction et on peut s'interroger quelque part sur, est-ce que ça fait avancer les choses? Là, j'ai choisi de vous parler de quelques bonnes nouvelles. C'est rare quand on parle d'environnement de parler de bonnes nouvelles et je souhaite, l'assumer et le partager avec vous. Si on regarde les chiffres, les déchets, en 10 ans, on a une légère diminution des déchets ménagers, moins 15 de déchets des entreprises, moins 5 des déchets de construction. Ça semble peu, mais vu nos modes de consommation et notre mode de développement, rien qu'arriver à stabiliser un impact environnemental, c'est déjà un sacré succès, hein, et je voulais partager ça avec vous. C'est absolument pas suffisant comme nous allons le voir, mais juste de dire qu'il y a quelques bonnes nouvelles. Effet de serre, en 30 ans, on a baissé de l'ordre de moins 30 en France. Par rapport aux accords de Paris, il faudrait qu'on fasse moins 5 par an. Donc on n'est clairement pas à la maille, et moins 5 c'est globalement, ce qui s'est passé, pendant la phase de confinement. Là, l'écran, c'est Ça bouge. Voilà. voilà. Pollution de l'air, là aussi, en 20 ans, on a diminué de moins 30 à moins 80 donc une super amélioration côté pollution de l'air. Reste des pics d'ozone, sur des zones particulières, mais globalement sur la pollution de l'air, on a fait vraiment des belles avancées. C'est juste pour insister sur le fait que les réglementations servent à faire avancer quand même les choses et à diminuer un certain nombre d'impacts. Les énergies renouvelables en 30 ans ont doublé avec en plus une diversité des filières. L'agriculture, biologique en 20 ans, on a multiplié par 8, les surfaces, certifiées, en France et on est sur une exponentielle qui devrait nous permettre de répondre à une demande des consommateurs en matière, de produits issus de l'agriculture biologique sans forcément faire appel à des importations lointaines. À côté de ça, dans les pratiques et dans les aspirations, il y a également, des choses qui sont totalement remarquables. Une voiture partagée, ça en remplace 3.
Et puis aujourd'hui, en termes de construction, on arrive à faire des choses qui permettent de faire des sortes de maisons superposées plutôt qu'alignées. Alignées, le problème, c'est qu'elles grignotent l'espace et qu'elles portent atteinte aux surfaces et globalement à la biodiversité. Quand elles sont superposées, c'est pas simplement des habitats collectifs, c'est des habitats qui prennent en compte les aspirations des habitants. Or, l'aspiration d'un habitant qui allait vers une maison individuelle, c'est pas forcément de passer son samedi après-midi à tondre sa pelouse, c'est surtout avoir un accès à l'extérieur, c'est-à-dire une terrasse, et ni voir ni entendre ses voisins. Voilà. Donc certaines configurations nous permettent de répondre à ça sans forcément faire des maisons individuelles, mais en ayant effectivement la capacité de répondre aux attentes des uns et des autres. Et puis des choses très sympathiques, le développement de l'achat d'occasion, hein, simplement 30 millions d'annonces aujourd'hui sur le Bon Coin. Seb, j'ai pris par illustration, mais qui est assez en avant sur ces questions, qui met en place des logiques de vente de services plutôt que de produits, parce que globalement, une fondue, vous en faites, ou une raclette, vous en faites 3 fois par l'an, c'est pas forcément la peine d'acheter l'équipement. Des doggy bags qui, en matière alimentaire, permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire et qu'on retrouve maintenant dans les plus grands restaurants, alors que le français était assez, on va dire, peu réceptif à la notion de doggy bag, qui était plutôt une notion asiatique. Ça se développe. Et puis Pumpy Pump et autres, là encore sous forme d'illustration, c'est-à-dire mettre des petits autocollants sur sa boîte aux lettres, sur les équipements dont on dispose et qu'on est prêt à prêter à ses voisins. Typiquement, une perceuse, la moyenne d'utilisation d'une perceuse, c'est 9 minutes par an. A-t-on tous besoin d'avoir une perceuse? En dehors du coût financier, c'est là encore une logique cycle de vie et approche un peu collaborative des choses. Il ne s'agit pas de décroître les usages, il s'agit de décroître les consommations de matière et d'énergie tout en ayant une qualité d'usage qui soit préservée. Et en plus, là, ça vous permet d'avoir des liens sociaux avec vos voisins, ce qui, dans certaines grandes villes, n'est pas forcément le cas naturellement. N'empêche qu'après ces bonnes nouvelles, il y en a quand même une qui est très, très, très mauvaise et très, très, très préoccupante. C'est notre demande en matières premières. Qu'il s'agisse des matières premières non renouvelables, mais aussi des matières premières renouvelables et de l'espace. On est clairement sur une exponentielle et on n'en voit absolument pas une amélioration quelconque. Et ça, c'est lié à notre mode de consommation, notre société, avec comme première difficulté cette surconsommation de tout le temps, qu'il s'agisse d'espace, de matière ou d'énergie, qui même si elles sont réduites à un moment donné, un ordinateur qui consomme 50% de moins, mais s'il y a 10 fois plus d'ordinateurs, il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour se rendre compte que ça pose quand même un problème. Et donc, notre problème, c'est que même si nous nous améliorons, nous ne nous améliorons pas assez vite, on continue à surconsommer des matières premières et des espaces naturels et qu'il faudrait qu'on arrive à s'adapter à un mode plus sobre. À tous les échelons, consommateurs, citoyens, entreprises, politiques, peu importe, faire mieux avec moins. Pour illustrer ça, j'ai choisi, et vous trouverez dans les références qui vous seront envoyées les liens pour faire votre propre bilan carbone, de vous redonner quelques gros paquets, entre guillemets, ordre de grandeur. À l'échelle de l'individu français, un quart de son effet de serre, c'est les transports. Un quart, c'est le logement. Et la moitié,
c'est la consommation de produits et services, CF Nudging, pris sur l'ensemble de leur cycle de vie. Si on rentre un peu plus dans le détail, sachant que ce diagramme intègre nos importations, hein, donc 11 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. C'est 7 tonnes si on n'intègre pas nos importations. Si on rentre un peu plus dans le détail, pour le transport, 75% c'est la voiture. Pour le logement, 70% c'est le chauffage. Et pour la moitié que vous voyez avant sur les biens et services, 50%, c'est-à-dire un quart de l'ensemble, c'est l'alimentation. D'où l'importance d'agir sur logement, transport et alimentation. Et reste 30% consommation de produits et services de type Nudging d'avant et 20% de services publics, c'est les écoles maternelles, l'armée, les routes, etc. Vous pourrez aller calculer votre propre bilan dans les références qui vous sont données. Je fais juste un tout petit focus sur l'alimentation parce que là encore, dans les débats actuels entre mangeurs de viande et véganes, il y a voilà, une sorte de cristallisation du débat qui n'a pas forcément lieu d'être. Et il y a des variantes qui sont quand même assez intéressantes. Si vous prenez la ligne du haut, entre le poulet tout à fait à droite qui est à 4 et le bœuf tout à fait à gauche qui est quasi à 30, vous vous rendez compte qu'il y a un facteur de 7 à 8, même dans le domaine des protéines animales, d'un point de vue changement climatique. Et de même, sur la ligne tout en bas à droite, 0,05 champion du monde, la tomate de saison locale. Mais vous avez également à gauche, à 0,34, une tomate française sous serre. Hein. Donc, même si on reste bien en deçà des protéines animales, vous vous rendez bien compte qu'entre 0,5 et non 0,05 et 0,34, il y a une grosse différence. Et là encore, la tomate espagnole qui arrive en camion, elle est à 0,09. Elle pose sans doute plein d'autres problèmes, mais c'est juste de vous dire que ce fantasme sur les transports par rapport à un certain nombre de modes de production est assez, entre guillemets, anecdotique par rapport à la réalité de nos impacts et notamment s'il s'agissait de produire des tomates en hiver en France. Petit focus sur la consommation. Comme je vous l'ai dit, il y a un problème en termes de multiplication des produits et de durée de vie de plus en plus courte et on peut se demander aujourd'hui si le stylo bille dit jetable est jeté plus souvent qu'un ordinateur ou qu'un téléphone. Hein. Les cycles de vie se sont magistralement raccourcis pour les produits électriques et électroniques et pour les autres aussi. Hein. Comme exemple, en 15 ans, on a doublé le nombre de vêtements que nous achetons et puis en moyenne, on les utilise une dizaine de fois. Ça, c'est des photos que j'aime bien qui sont d'un artiste qui s'appelle Peter Menzel et qui a permis de photographier en fait la consommation hebdomadaire de différentes familles de par le monde. En haut à gauche, vous avez ici les Moulineaux. Voilà, une famille, 2 enfants, un chat. Au milieu, vous avez une famille d'Amérique du Sud dont on voit tout de suite qu'elle est plus nombreuse et qu'elle a des produits moins transformés. Et puis en bas à droite, parmi les plus pauvres, en Afrique saharienne, pardon, une famille africaine. Et bien évidemment, c'est plutôt la famille africaine qui souhaiterait consommer comme la famille d'ici les Moulineaux que l'inverse. Hein. Et donc, on a aussi à gérer ça et sans partir à l'autre bout du monde,
on a quelques autres enjeux sociétaux qui sont très souvent liés à la consommation, juste en bas de la rue, hein. Entre la surconsommation, les crises du pouvoir d'achat, qui quelque part sont illustrées par les gilets jaunes, mais aussi la problématique de la précarité, et du nombre de SDF. On a vraiment affaire dans notre société, sans aller à l'autre bout du monde, à une situation contrastée et chaque fois à des équations très complexes. Et puis, on a encore, en termes de consommation, un nombre de contre-références. Il suffit que vous êtes dans votre supermarché pour vous en rendre compte. J'en ai mis quelques-unes. Ce n'est pas pour attaquer les entreprises qui sont présentes sur cette slide. C'est un exemple parmi des milliers, mais juste pour, là, pour le coup, illustrer la problématique de transport. Un téléphone qui a une boîte qui fait 25 fois son volume, alors que cette boîte n'est pas présente dans le magasin, elle est uniquement en stock parce que vous voulez voir le téléphone en vrai et si possible miniaturisé et solide, bah, une boîte comme ça fait 25 fois plus de camions sur les routes. Pour vous donner un ordre de référence, à l'ADEME, dans nos grands programmes sur la logistique, on arrive à réduire de 5% les impacts environnementaux des camions, hein, en travaillant avec les grands groupes, en améliorant plein de choses, à la fois le camion, le conducteur, enfin 5%. Le concepteur qui a inventé cette boîte-là, il a multiplié par 25, c'est-à-dire fait plus 2500% le besoin en transport. Je vais passer assez rapidement, mais vous avez en bas, au milieu, un emballage de yaourt qui est plus lourd que son contenu. Alors bien sûr, vous pouvez le réutiliser pour ranger des crayons de couleur, mais si vous aimez un peu les yaourts, même si vous aimez colorier, il y a un moment où vous aurez plus de peau que vous n'aurez besoin par rapport à vos crayons. En bas à droite, tout ce qui est monodose globalement et qui permet de multiplier les déchets 8 fois, 10 fois par rapport à une quantité classique dans un emballage industriel traditionnel. En haut, au milieu, c'était pour partager avec vous une réflexion qui est que j'ai de temps en temps, moi, l'impression qu'il y a la moitié des ingénieurs de la planète qui travaillent pour réduire nos consommations d'énergie et que l'autre moitié s'évertue à mettre des consommations d'énergie là où il n'y en avait pas. Là, clairement, c'est un frigo américain qui permet d'avoir de la glace pilée, quelle que soit l'heure et quelle que soit la quantité. Et c'est probablement le truc, tous les matins, quand vous vous réveillez, vous vous dites mais pourquoi je n'ai pas de la glace pilée à toute heure et en toute quantité. En haut à droite, et ça, là également pour initier le questionnement, mange en quantité de poisson en moyenne autant qu'un habitant. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que le chat à l'état sauvage n'a jamais mangé aucun poisson, sauf une espèce particulière de chat qui ne vit qu'en Inde. D'accord ? Et donc, la manière dont on a construit nos chaînes alimentaires, nos chaînes d'approvisionnement, la gestion des coproduits, etc., on arrive au fait qu'un Australien mange 10 kilos de poisson par an et un chat en mange 11. Ce qui est quand même, par rapport aux problèmes de biodiversité et de surconsommation de poissons, un vrai sujet. Et je dis ça, j'adore mon chat et il adore le poisson. C'est pas la question, mais c'est juste de dire que de temps en temps, on arrive quand même à des systèmes qui questionnent. Et puis alors celui-là, c'était pour finir. C'est le cas étonnant de l'omelette nature individuelle, prête à l'emploi, hein, et on vous conseille de la mettre 3 minutes à la poêle.
Et donc, vous faites quelques déchets d'emballage en plus, et puis finalement, vous avez quand même la poêle à nettoyer. Et puis, si morale il devait y avoir, mais il n'y a pas forcément de morale dans ce domaine-là du marketing, je reconnais bien les atouts du marketing par ailleurs, mais alors sur un certain nombre de produits dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est juste des non-sens d'un point de vue environnemental. Donc, la conclusion, c'est tout ça pour ça, ou encore, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et si, en plus, vous faites de l'emballage et que vous nettoyez une poêle après, on se demande l'intérêt de la chose. Et puis pour finir, parce qu'on vous en parle assez fréquemment, l'impact du numérique. Le numérique, c'est comme les autres, hein, c'est que l'épaisseur du trait. Pourquoi on irait le questionner? Bah oui, parce qu'on est tous l'épaisseur du trait. Donc c'est que 2 ou 3%, 4% selon les évaluations, peu importe. Par contre, ce qui est très très marquant sur le numérique, c'est que toutes les prospectives montrent son augmentation, alors que pour les autres sources d'impact, que ce soit je sais pas, le ciment, l'agroalimentaire, etc., au moins ils se projettent dans des baisses ou au moins des stabilisations, alors que là, on part sur l'exponentiel. Donc, il y a vraiment un truc à faire là. Et l'autre spécificité, c'est qu'il y a autant d'impact en production qu'en utilisation. C'est-à-dire que toute journée supplémentaire où vous conservez un ordinateur plutôt que de le remplacer, ou un téléphone plutôt que de le remplacer, vous faites vraiment, vraiment, vraiment du bien à la planète, hein. C'est pas courant ça dans le domaine environnement, hein, du lave-linge à la voiture. Souvent, les impacts sont très liés à la consommation et moins à la production. Là, clairement, par rapport aux quantités de matières premières, par rapport à l'utilisation de ressources non renouvelables, par rapport à des matériaux type terres rares et autres, il y a autant d'impact en production qu'en utilisation. Et donc l'essentiel déjà, c'est de renouveler vos équipements le moins souvent possible et ne pas sombrer dans une course à la surperformance, parce que l'iPhone N+1 va vous permettre de faire quelque chose que vous n'utiliserez de fait pas. Voilà. Ce que je viens de dire là n'était pas moralisateur, c'était connaître vraiment vos besoins pour ne pas vous faire vendre des innovations qui éventuellement ne vous intéressent pas. Or, un point qui me semble essentiel, et puis c'est en partant de là que Maryse m'a proposé de faire ce webinaire, c'est en pratique, il existe plein de choses, hein. Et aujourd'hui, il y a des outils gratuits ou peu chers qui ont fait leurs preuves et qui permettent, quel que soit votre secteur, quelle que soit votre taille, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre courbe d'apprentissage, de trouver chaussures à votre pied, hein. Alors, j'ai choisi 3 exemples, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Déjà, un premier exemple qui est tout ce qui est outils de sensibilisation. Vous allez simplement sur le site de l'ADEME. En termes d'éco-responsabilité en entreprise, vous allez trouver plein de choses sur le numérique, sur la gestion au quotidien des papiers, sur comment être plus responsable dans l'éclairage. Enfin, voilà, des sources d'informations gratuites et qui se veulent compréhensibles pour tous. Deuxième exemple, une fois passé la sensibilisation, la formation. Et là, c'est un vrai plaisir de vous parler du MOOC Comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise, qui a été produit et sorti officiellement le 9 septembre. Donc, on a travaillé tout le début de 2021. C'était un travail qui a associé le C3D, donc On t'entend plus, Nadia. Nadia, tu nous entends? Nadia, on t'entend plus. Tu nous entends, Nadia? Nadia, on n'entend plus. Ah. Ah, tu nous entends, Nadia? On n'entend pas. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on entend très bien, mais effectivement, Nadia, on l'a Nadia a perdu. perdu la connexion. Ou... On Nadia, on a t'entend perdu très le bien, son. mais on n'entend pas Nadia. Alors, toujours pas Nadia, on t'entend pas Nadia. Tu as dû bouger ou je sais pas, ou ça arrive parfois. Il y a... Mais elle s'est rendue compte qu'on n'entendait pas. Oui, 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 parce que je pense que. C'est bizarre parce que ça fonctionnait très très bien. On est désolé hein, pour ceux qui sont avec nous. Alors, je pense n'hésitez. qu'elle va se reconnecter, je Elle pense. reconnecte, absolument. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a déjà il y a une question qu'on posera. Il y a une question qui a été postée là dans le chat. Très On bien. posera à Nadia quand elle se joindra à nous à nouveau. Et en attendant aussi, on peut aussi partager peut-être les ressources dont parlait Nadia tout à l'heure. Ouais. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que tout le MOOC, il est à votre disposition sur le site Esprit de Service France. Donc, vous avez, quand vous allez sur la rubrique, sur le site Esprit de Service France, vous chargez le menu où il y a tous les MOOC et là, vous allez retrouver toutes les informations sur le MOOC et les accès pour y accéder directement. Nadia, tu nous entends? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est, on t'a ça y est. retrouvé. C'est revenu, parfait. Ouf! Miracle et puis désespoir parce que je n'ai pas l'impression d'avoir bougé. Et donc, je ne sais pas à quel moment j'ai été coupée, mais je vous parlais du mot comprendre la crise écologique. Rapproche ton micro parce que là, ça, on t'entend, mais avec des petits grésillements. Ah, tu as encore disparu. Là, c'est bon? Là, c'est bon. On ne te voit pas, enfin, on voit ton petit rond, mais on t'entend, donc c'est le principal. Oui, donc je ne vais pas essayer de récupérer une image. Désolée, si vous avez le son, c'est déjà pas mal. Oui. Et donc, de vous dire, le MOOC, comment comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise, qui est sorti officiellement le 9 septembre, là, et qui nous a mobilisé toute la première partie de l'année 2021 dans un collectif qui associait aussi bien le MEDEF que le comité 21, que le collège des directeurs du développement durable ou bien le rassemblement pour un avenir, pour un réveil écologique. Donc, quelque chose aussi qui, de par ses contributeurs, aboutit à quelque chose d'assez équilibré. Voilà, ça me semble important dans le domaine de l'environnement. Voilà, il y a en termes de contribution et de consensus auquel on est arrivé, c'est probablement quelque chose de très équilibré et que, bien entendu, je vous invite à faire. Alors, vous l'avez là sur la slide, donc le MOOC Comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise. Il est gratuit, il est certifiant et vous pouvez le dispatcher dans toute entreprise auprès de personnes qui sont non spécialistes de l'environnement et qui, en quelques heures, vont, via 3 modules, comprendre la crise écologique, comprendre notre modèle socio-économique et avoir des pistes pour réinventer l'entreprise, pouvoir faire sien un certain nombre de concepts de base qui souvent sont compris par les gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement, mais qui restent un peu étrangers à d'autres. Et c'est ce MOOC-là qu'on vous propose avec Maryse et Agnès d'aller consulter. Il est sur le site Esprit de Service France et de largement le diffuser au sein de vos organisations de manière justement à monter tout le monde d'un cran en termes de compréhension et connaissance. Après la sensibilisation,
et la formation. Dernier exemple, des outils d'évaluation. Alors, vous pensez peut-être que votre entreprise a tout fait, vous avez une super politique de développement durable, vous avez des objectifs hyper ambitieux. Eh bien, on peut vous inviter quand même à aller regarder si vous êtes sur la bonne trajectoire. Hein. Si demain, ce que vous êtes en train de faire au sein de votre entreprise correspond au super objectif que vous avez pour 2050. Et pour faire ça, il y a la méthodologie ACT, Assessing Low Carbon Transition, qui est une méthodologie internationale et portée par l'ADEME au niveau national, et qui va vous permettre de voir si votre feuille de route elle est compatible avec vos objectifs. Parce que le côté je dis que dans 30 ans je vais être super génial, ça commence demain, quoi. Pour essayer de voir si on s'est mis sur la bonne trajectoire. Et comme c'est une méthodologie internationale, ça va vous permettre en plus de vérifier et de vous challenger avec d'autres entreprises de votre secteur. On a un certain nombre de secteurs qui sont couverts et d'autres qui le seront en janvier 2022. Donc, il n'y a pas de problème de référence. Et au-delà de juste vérifier si vous êtes sur la bonne trajectoire, si vous avez l'humilité de reconnaître que vous commencez juste, ACT développe aussi une évaluation de type pas à pas et qui permet à chacun de construire cette stratégie et pas seulement de l'évaluer. Alors, pour terminer rapidement, vous trouverez sur ces slides des choses que j'ai déjà énoncées, hein, mais clairement, il faut s'intéresser à la fois aux avancées technologiques et aux changements de comportement. Toujours prendre en compte le cycle de vie des produits. Nos modèles économiques actuels et la course à la surconsommation ou à la surperformance sont clairement incompatibles avec l'état de la planète et la finitude de cette planète. Collectivement, on n'a pas encore assez pris conscience de la finitude des ressources, même renouvelables, et en particulier l'espace ou la biomasse. Hein, à un moment, il va falloir choisir sur tant et tant d'hectares si on fait une bretelle d'autoroute, un centre commercial, une zone d'activité ou bien des résidences, ou bien si on le laisse à la biodiversité. Donc, un vrai enjeu de prise de conscience. Généralement, des solutions du tout ou rien qui sont inopérantes, 100% de NR, 100% nucléaire, zéro plastique, tout ça, c'est des slogans. Souvent, c'est dans un juste équilibre qu'on arrive à trouver les solutions les plus performantes. Et puis, vous comme moi, la première, on a toujours des bonnes raisons pour expliquer la différence entre nos bonnes intentions et notre absence d'action. Attendons que tous les experts soient d'accord, la science trouvera, ou bien le syndrome. Oui. Nadia, ça résonne un peu. Je ne sais pas si pour les autres personnes, ça résonne un peu. Je ne sais pas si tu as bougé par rapport à ton micro. Voilà, ça. Là, je termine en fait. D'accord. C'est bon, donc si vous m'entendez, je ne vais pas essayer. On n'entend plus rien, Nadia. Ouais, ça y est. Oui, mais parle un peu plus fort. Ou... Ok, là, je ne bouge plus. Et parfait. Donc, le syndrome, c'est la faute des autres, hein, entre les politiques, l'éducation nationale, les entreprises, les scientifiques, les citoyens et consommateurs, nos voisins ou des pays lointains. On trouve toujours un coupable idéal qui permet de justifier qu'on passera chacun à l'acte, notamment dans nos activités professionnelles. Quelques pièges à éviter. À croire que ce n'est pas son job, quelle que soit votre fonction actuellement, c'est votre job d'y contribuer à la transition écologique, parce que sinon on ne va pas y arriver. Nadia, ouais. Oui. Ça résonne vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça marchait très très bien au tout début. Et là, ça résonne vraiment beaucoup.
C'est vrai, il y a une Comme si, espèce de bruit parasite oui, comme si dont tu étais dans j'ignore un la cause. tuyau. Est-ce que là, c'est bon? C'est pas net. C'est pas net. Est-ce que là, c'est mieux? Là, c'est mieux déjà. Là, c'est mieux. Ok, donc je ne bouge plus, je fais ma dernière slide et ensuite je ne parlerai plus. Croire que c'est pas son job, ou au contraire croire que parce qu'on travaille dans le domaine de l'environnement, de l'énergie ou des déchets, on a déjà tout fait. Non, Je crois, Là, là, il y a vraiment, on entend mal, là, en fait. je crois que c'est vraiment un vrai problème, Nadia. Je sais pas comment, je sais pas comment faire et quelle solution proposer. Éventuellement qu'elle termine très vite. Là, effectivement, il y a une espèce de bruit parasite régulier, comme s'il y avait une interférence avec quelque chose. Même quand tu ne parles pas, Nadia, il y a un bruit de fond. Ouais. Ou alors se déconnecter, se reconnecter, et puis Peut-être une nouvelle fois. on passe en question peut-être. Ouais. On pourra faire ça, effectivement. Éventuellement, là, Nadia, j'ai coupé le micro. Est-ce que Ah. vous m'entendez mieux? Là, on t'entend mieux, oui. Là, c'est bien pour l'instant, oui. Bon, ben on va terminer comme ça alors. Là, c'est parfait. Donc on est tous concernés. Il faut faire attention à un certain nombre de petits pièges courants, notamment les petits mots en able, hein, recyclable, renouvelable. C'est comme la différence entre réalisable et réalisé. L'important, c'est que ce soit recyclé, que ce soit renouvelé. Et bien entendu, vous l'avez vu, prendre en compte le cycle de vie des produits pour éviter en particulier des déplacements de pollution. Croire également que quand on a choisi les bons ingrédients, ça suffit. Or non, la recette est très importante. Hein. Faire demain une brochure de publicité en papier recyclé issu de telle et telle source identifiée avec de l'encre végétale. Si vous mettez du 180 grammes quand du 90 grammes suffirait et que vous faites des grands aplats de couleurs, vous passez juste à côté du problème. Hein. Sombrer dans la sous-qualité ou au contraire la surperformance, les deux étant générateurs de gâchis environnementaux en cascade, et puis négliger l'information et le comportement de l'utilisateur ou du client, et puis ses aspirations, hein, parce que au-delà, entre guillemets, de l'éthique, de la gestion des risques et des opportunités, quelque part, j'aimerais vous dire, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos clients. Hein, et notamment dans le cadre des travaux qu'on peut développer au niveau de l'esprit de service. Et ma toute dernière slide, qui n'est que des rappels pour vous dire qu'il n'y a pas d'activité sans impact, chaque petit pas compte, quelle que soit votre entreprise, vous êtes concerné. Clairement, si on a amélioré les choses d'un point de vue environnemental aujourd'hui, ce n'est absolument pas suffisant. On n'est pas à la maille des problèmes et qu'il reste à développer conjointement et harmonieusement une offre et une demande de produits et de services plus respectueux de l'environnement. Parce que si on n'arrive pas à le développer conjointement, on déçoit soit l'offre, soit la demande, hein, qui ne se rencontrent pas. Et puis surtout, et pour finir, de la sensibilisation à l'évaluation en passant par la formation. Il y a des outils qui existent et je vous invite à commencer par le MOOC dont vous aurez toutes les références pour vous y connecter. J'ai beaucoup parlé, je suis confuse pour les problèmes de sono. J'espère que c'était quand même entendable, compréhensible et bien sûr à votre disposition, qu'il s'agisse de questions d'avis et puis aussi d'envie ou de propositions dans le cadre des travaux que nous menons au sein d'Esprit de Service France. Bon, écoute, merci Nadia. Éventuellement, Nandini, tu poses la première question qui est dans le Alors, dialogueur. La première question, c'est Frédéric Cazin-Garnier qui la pose. Le bien consommer, bien voyager, bien être équipé en chauffage, par exemple, est-ce abordable pour le plus grand nombre dans la société
afin d'obtenir un vrai effet sur l'objectif poursuivi. Voilà, la question appelle quelque part la réponse. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui relèvent d'investissement et qu'il faut aider. C'est clairement dans le domaine de la rénovation, mais clairement aussi, on a plein d'aides qui sont disponibles. Si on prend la mobilité, il y a la mobilité, on va dire, quotidienne, là aussi, aller vers une mobilité à moindre impact, c'est quelque part largement aidé, voire engagé, hein, typiquement les déplacements intra-urbains et autres. Après, il y a une mobilité de type aller passer un week-end à Barcelone ou partir en réunion à New York, qui là est un peu compliqué parce que on a en fait la mobilité est ressentie comme étant un droit absolu. C'est-à-dire que dire à quelqu'un vous ne vous déplacerez plus ou vous devez réduire vos transports, c'est comme si on touchait à ses droits fondamentaux. On touche peut-être d'ailleurs à ses droits fondamentaux. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, mais c'est juste pour dire que on est quand même voilà, très très accroché à notre liberté de mouvement, mais à l'inverse, on est probablement la première et la dernière génération à pouvoir partir à l'autre bout du monde pour une semaine de vacances, massivement. Hein, voilà. Donc je sais qu'en disant ça, je ne réponds pas à votre question. Elle concerne globalement le oui, mais la transition écologique, ça va être plus cher. D'abord consommer un peu moins, consommer mieux, avoir moins d'emballage, consommer moins d'énergie, ça n'a jamais été vraiment plus cher. Et puis on a des habitudes de consommateurs qui fait que aujourd'hui on dépense 2 fois moins que nos grands-parents en termes d'alimentation. Hein, et on s'étonne que l'alimentation soit faiblement de faible qualité, le steak haché ceci, le steak haché cela. Donc, c'est peut-être aussi redonner du prix aux choses et réduire certaines surconsommations pour investir plus dans des consommations de qualité et en particulier alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Alors effectivement, il y a eu 2 questions posées par Nadine, une qui concernait la mobilité alternative, avec le constat qu'on n'a peut-être pas suffisamment d'infrastructures pour notamment favoriser les déplacements de type vélo. Il y a un petit peu répondu Nadia, mais donc est-ce que tu penses que ça passe par des sujets de dynamisation du développement, enfin, ou des mobilités alternatives? Et puis elle posait également une question. Je vais couper ton micro, j'ai le recheck en écho, Marie. Nadia. Je suis très embêtée parce que Nadia est vraiment quelqu'un qu'on aimerait entendre des heures et des heures, et malheureusement le son est catastrophique. C'est très surprenant. Ça me fait mal au cœur depuis 5 minutes de voir que Nadia ne peut pas s'exprimer comme elle le souhaite, et ça me fait mal au cœur pour vous parce que véritablement c'est vraiment passionnant et on a beaucoup de choses à faire, et je suis sûre que dans toutes vos organisations vous avez tous, et vous commencez tous à travailler sur ces sujets. Évidemment, Jean-Yves, j'en parle pas, mais ni d'Agnès qui sont déjà au cœur de ces sujets et qui pourraient eux aussi témoigner largement. Et simplement, je voulais, parce que sauf si Nadia peut essayer de s'exprimer, néanmoins, avec Nadia, on a et Esprit de Service France, on voudrait vous proposer la possibilité de continuer sur le sujet avec vous par rapport à ce que vous faites dans vos organisations, échanger entre secteurs, qui est
le propre de notre organisation et d'échanger, de construire avec. Voilà. Est-ce que vous avez envie qu'on montre quelque chose avec Nadia spécifique au sein d'Esprit de Service France, comme on a des ateliers sur tout ce qui est centre de relations clients, comme on a un atelier biotravail, comme on a des conventions, mais spécifiquement avec Nadia, on vous proposerait bien de creuser avec vous tout ce qu'elle vient d'évoquer et d'imaginer peut-être un autre souffle ou un souffle nouveau pour rebondir en réinventant l'entreprise autrement. Nadia, est-ce que tu penses que tu peux te réexprimer ou pas? En fait, moi, je n'entends pas les désagréments dont vous souffrez, donc je peux m'exprimer, mais je ne sais pas si vous m'entendez Ben correctement. là, c'est ça qui est terrible parce que là, en fait, on entend des grésillements quand tu parles, mais on t'entendait. Donc, moi, ce que je propose, et si vous en êtes d'accord, de toute façon, ce qu'on va faire, puisque le webinaire est en replay, il sera en replay, et comme la présentation sera aussi dans ce replay, même si la qualité sonore sera pas là, mais ce que l'on va faire, c'est une communication à l'issue de ce webinaire pour exposer et vous donner envie, d'avoir envie de travailler avec nous des travaux sur ce sujet, Nadia. Et je suis bien en peine d'être dans l'obligation de clôturer le webinaire faute de pouvoir vous donner la possibilité d'entendre véritablement Nadia qui nous propose véritablement de faire du voyage, en fait, une vraie destination, de ce voyage dans cette transition. Et Jean-Yves, est-ce que tu veux exprimer des choses, partager des choses dans tes expériences dans ta société ou ailleurs? Voilà, je suis bien désolée. Écoutez, non, je pense que effectivement, donc ce que je retiens moi de l'intervention de Nadia, que je remercie encore, c'est que malgré les désagréments dont elle est victime comme nous de cette fin de session, c'est que chaque pas compte. Et je pense que ça c'est tout à fait intéressant et que finalement se nourrir les uns les autres de ce qu'on peut faire, des différentes pratiques qui sont mises en place pour qu'on puisse s'embarquer à la fois à titre personnel, mais également à titre de salarié d'entreprise et qui produisent un certain nombre de choses, qui mettent à disposition des services, et faire en sorte que finalement, avec cette logique d'analyse du cycle de vie, on embrasse la totalité du sujet pour proposer des solutions de services à nos clients et qu'on continue d'être sur une activité économique qui doit rester malgré tout, mais qu'elle se fasse sans se faire au détriment de la planète. Et je pense que là, en l'occurrence, il y a tout à fait des choses intéressantes à creuser et à partager pour qu'on puisse inventer la façon d'avoir une activité, je vais dire, éco-responsable pour l'avenir. Je pense que c'est ça ce que je retiens moi comme conclusion de cette présentation par Nadia. Et puis voilà. Je pense qu'effectivement on peut clore maintenant Voilà, j'ai juste une dernière les chose. regrets, et je vais te laisser la parole pour le mot de la fin, mais en réitérant les regrets par rapport à ce problème technique. Mais voilà, on en a été victime. En tout cas, on va poursuivre le sujet parce que c'est un sujet éminemment au-delà de l'actualité. C'est un sujet qui est vital pour nous, pour notre humanité, vital pour notre planète. Donc, il n'y a pas, c'est pas un sujet qui n'entre pas dans notre ADN Esprit de Service France. Ça en fait partie. Ça en fait partie intégrante. Donc, on va revenir vers vous et puis vous réécouterez Nadia pour un prochain webinaire parce qu'elle aura sûrement d'autres études, d'autres choses, parce que l'ADEME est véritablement des experts du sujet. Je crois qu'en France, on peut difficilement trouver mieux comme regard et comme expertise avec les professionnels. Et Nadia, elle a tellement l'habitude, elle est à votre disposition dans vos entreprises et pour vous rencontrer et aussi construire avec nous ce que vous auriez envie qu'on imagine tous ensemble. Deux dernières choses. On aura un prochain webinaire le 11 octobre avec Thibaut Brière sur les nouvelles formes de management au-delà du fantasme, qui vient dans la droite ligne de ce que nous avons fait. Il a écrit déjà avec nous au sein de l'étude qu'on avait menée l'année dernière sur Voyage au cœur du management.
Et vous retrouverez Thibaut Brigard avec nous lors d'un webinaire le 11 octobre, dans la mesure où il sort un livre, mais j'en dis pas plus parce qu'il nous donne la primeur pour en parler. Donc, je vous invite à vous connecter le 11 octobre, mais Jean-Yves et Esprit de Service France vous enverra tous les éléments. Et deuxième information, le 14 octobre, avec toujours dans la poursuite de ce que nous avons présenté et au Congrès HR le 30 juin et à maintes reprises tout au long de cette année, on va intervenir au Congrès AGRH pour présenter avec Nandine Nicolin, Aline Squarneck et tous ceux qui ont participé, vous tous, sur Voyage au cœur du management pour véritablement distiller dans tout le monde de formation des écoles de commerce et le monde des professeurs de gestion et d'entreprise, ce que nous avons co-construit ensemble. Et puis, je voulais vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la plupart d'entre vous étaient peut-être à la dernière convention Esprit de Service France le 18 juin, nous allons lancer et nous lançons une étude vers une nouvelle relation commerciale, esprit de service et RSE. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie tous. Je transmets et Nadia, si elle peut vous faire un petit coucou, vous dire au revoir, mais un au revoir métallique. Au revoir à tous et merci beaucoup pour votre suivi et vraiment à disposition pour la suite. Voilà, on vous adresse tout. À bientôt. Mille merci. Au revoir. Merci, au revoir.